Bonjour à tous. Aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans la Saintonge découvrir deux produits typiques mais tellement différents, la betterave crapaudine et le cognac. Nous retrouverons Flavien Petit, l'un des 5 derniers producteurs de cette betterave longue et très sucrée. Puis Jean-Sébastien Robiquet, en pleine vendange, nous fera tout connaître de ce spiritueux qu'il défend avec passion. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui donnent vie à ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Située sur les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, la Saintonge est une ancienne province caractérisée par une diversité de terroirs formant une multitude de micro-régions. Le Cognacais est l'une d'entre elles, centrée autour de la ville de Cognac et liée par la production et le négoce de l'eau-de-vie éponyme. Depuis 1936, le cognac est une appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui, son vignoble compte environ 80 000 hectares. Au XIIIe siècle déjà, la qualité des vins fait la réputation de la Saintonge, mais les marchands anglais et hollandais décident de les importer sous forme d'eau-de-vie. C'est l'apparition de la double distillation. Suite à différentes crises économiques, les viticulteurs s'aperçoivent qu'elle s'améliore en vieillissant et peut se consommer pure. Le cognac était né. En 2001, Jean-Sébastien Robiquet crée Maison Villevert avec l'idée d'utiliser le raisin pour anoblir les spiritueux. C'est donc tout naturellement qu'il se met à produire du cognac, à travailler en harmonie avec le terroir et le savoir-faire des artisans. Ainsi, la Saintonge est une succession de vignobles dont les collines aux courbes doucement arrondies sont recouvertes. Pour autant, quelques cultures maraîchères originales se sont fait une place au milieu des vignes, comme celle de la betterave crapaudine. Connue depuis l'Antiquité, cette betterave a été introduite en France au XVIIe siècle. Cette racine charnue et longue revient peu à peu à la mode et séduit par sa chair rouge et sucrée. Typique des terres de Jarnac, elle n'est aujourd'hui cultivée que par 5 producteurs qui assurent 90% du marché français. Flavien Petit est producteur de betteraves depuis qu'il a repris l'exploitation familiale en 1998. C'est son grand-père qui, faisant face à une crise du cognac dans les années 70, décide de commencer la culture de la betterave crapaudine. Depuis son plus jeune âge, Flavien accompagne donc son grand-père et son père dans les champs et se passionne pour les tracteurs et engins agricoles. Et aujourd'hui, si les tracteurs sont de sortie, c'est qu'il faut ramasser les betteraves. Alors ce matin, on va arracher de la betterave. Donc avant l'arrachage, il faut effeuiller, c'est-à-dire enlever toutes les feuilles qui sont sur la betterave, ce qui va permettre de passer l'arracheuse derrière sans que les feuilles nous gênent dans la machine. C'est à partir de la fin du mois d'août que sont récoltées les premières betteraves. La culture de cette racine est très anecdotique car elle est difficile et compliquée. Semée à partir de fin mars, la crapaudine demande beaucoup de main-d'œuvre, de la plantation à la commercialisation. Donc la betterave, c'est une plante bisannuelle. Donc la première année, on plante une graine qui va donner plusieurs petites betteraves. Dans une graine, on peut avoir 3-4 betteraves. Et donc nous, on est obligé de les éclaircir, sinon on n'aurait que des petites betteraves. Et nous, ce qu'on veut, c'est des betteraves d'une taille de 700-800 grammes. On est obligé d'enlever une betterave sur 2, et ça se fait manuellement. Donc la première année, la betterave fait sa racine. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse, puisque c'est ce qui va se manger. La betterave crapaudine s'épanouit donc dans le terroir charentais et puise toute sa richesse sur les sols de la Saintonge. Ici, elle trouve soleil et chaleur, mais pas seulement. Donc là, on est sur des sols argilo-calcaires, donc on a de l'argile noire, et on a donc le calcaire, les pierres. Donc puisqu'ici, dans le temps, il y avait des océans, et donc on a du calcaire souvent fossilisé. Donc il y a des coquillages dans plusieurs millions d'années. Donc c'est une terre qui est très collante quand il pleut, mais c'est très riche et très bon pour la betterave. Ce qu'elle aime bien dans ce terrain, c'est que ces petits cailloux, ils chauffent le terrain. Pour la betterave, elle va naître beaucoup plus vite sur une terre un peu plus chaude. Donc le soleil tape sur ces cailloux qui emmagasinent la chaleur
et la nuit, ça la restitue un petit peu à la terre. Et le peu qui pleut permet de tenir une humidité. Il faut faire des compléments d'arrosage, parce que la betterave, elle aime bien quand même l'humidité. Sur le tracteur, Romain sépare la betterave de la terre. La crapaudine se distingue de la betterave ronde, plus connue par son goût beaucoup plus sucré. Un peu plus au nord, à Salignac-sur-Charente, c'est un tout autre ballet de tracteurs qui se joue. Jean-Sébastien Robiquet est en pleine vendange. Ça crache plus là, non? Ici. Un petit peu plus, mais c'est encore un petit peu... Ouais, bon, de toute façon, le gel avait pris tout en bas. Et... Cette période est cruciale pour ce producteur de cognac, aussi attaché à son terroir qu'à son produit. Sur cette parcelle de 15 hectares, il cultive du raisin de la variété uni blanc, comme la majorité des viticulteurs. Ce cépage à maturité tardive présente deux atouts pour la transformation en cognac, un taux d'acidité important et une faible teneur en alcool. Ce qu'on recherche effectivement, ce sont ces raisins extrêmement charnus, tendus, avec du jus, du sucre, parce que ce sucre, c'est ce qui va être transformé en vin et ensuite distillé. Donc ce sont des belles billes bien saines et bien juteuses. Jean-Sébastien surveille attentivement la conduite des vendanges mécaniques. Ces vignes sont situées dans la zone appelée Petite Champagne, dont le sol calcaire agrémenté d'une couche d'alluvions rend cette terre très riche. Cette parcelle est habituellement connue et reconnue pour sa productivité et la qualité de ses raisins. Malheureusement, cette année, nous avons été frappés du gel sur, grosso modo, un tiers de la parcelle. Et donc, depuis ce matin, ce sont des récoltes quelque peu déprimantes. Mais cet après-midi, ça sera beaucoup mieux parce que cette partie-là est avec de beaux raisins bien mûrs et bien fournis. La météo, de plus en plus capricieuse ces dernières années, peut fortement compromettre les vendanges et ruiner le travail des viticulteurs. Il est très beau. Là, ça va bien donner. Ouais. De belles petites perles jaunes et vertes. Peu à peu, Jean-Sébastien retrouve le sourire, car les bennes que remplissent les vendangeurs sont de plus en plus prometteuses. Le cognac a le vent en poupe aujourd'hui et on a besoin de ces volumes parce que non seulement le cycle de la vigne est long, mais en plus le cycle du cognac est long. C'est-à-dire que ce que l'on va produire cette année, on ne le consommera que dans 4 ou 5 ans ou 6 ans. Donc ça veut dire qu'il y aura un creux dans la capacité produire. Les intempéries, Flavien aussi peut en pâtir, mais cette année, l'été indien lui permet de récolter ses betteraves à la demande. Aussitôt sorties du champ, les crapaudines sont immédiatement lavées dans un déterreur, puis triées à la main. Donc après le lavage, on fait la préparation de la betterave. La préparation, c'est d'enlever s'il reste un petit peu de feuilles. Et regardez qu'il n'y ait pas de racines le long de la betterave. En principe, comme elle est longue, on n'a pas d'autres racines. Le triage effectué, on a 3 calibres. Donc on va avoir de la grosse qui va passer au four. On va perdre jusqu'à 40% de la betterave. Celle-ci, c'est le calibre moyen qu'on va vendre en vapeur. Donc on perd 20%. Et après, on a de la petite qui va partir soit pour de la vapeur ou pour faire de la crue. Pour faire des salades ou suivant les besoins. Une fois lavée, la betterave se conserve moins bien. Ainsi, Flavien, aidé de Romain, les cuit aussitôt dans des fours de boulanger. Les crapaudines vont y rester 3 heures à 200 degrés, permettant l'évaporation de l'eau et donc la concentration des sucres. Donc là, on voit que les betteraves sont cuites, parce que là, maintenant, elles sont croustillantes. Donc, elles sont beaucoup plus moelleuses, et là, elles sont cuites. On peut les sortir. Et là, on va bien voir le croustillant, on va l'entendre. Et la peau craque. Son nom crapaudine lui viendrait de cette peau rugueuse et craquelée, rappelant celle d'un crapaud. Ça, c'est une betterave avant cuisson. Et ça, c'est une betterave après cuisson, donc on peut s'apercevoir qu'elle a perdu à peu près 40% de son volume. Flavien fonctionne en circuit très court. Les betteraves sont aussitôt conditionnées, puis envoyées dans la journée à ses fournisseurs. Donc là, on a les deux types de cuisson. Donc une cuisson vapeur et une cuisson four. Donc la cuisson four, on voit que la betterave est plus sèche, croustillante. Donc on a enlevé plus d'eau, donc elle est un peu plus sucrée. Et là, on a une betterave cuite à la vapeur, donc un peu plus humide, pas du tout croustillante, puisque ce n'est pas du tout la même cuisson. Suivant les consommateurs, il y en a qui préfèrent de la four et d'autres de la vapeur.
Cette betterave longue est moins consommée et réputée que la ronde, pourtant la crapaudine est 2 fois plus sucrée. Et sa chair rouge devient en plus fondante après cuisson. La betterave crapaudine cuite constitue la matière première de la soupe que confectionnent Philippe et Françoise Fleuriet dans leur conserverie artisanale de Rouillac. Spécialisé dans le vinaigre de Pinot des Charentes, reconnu dans le monde entier, le couple cuisine également des conserves de fruits et de légumes anciens, des condiments et bien sûr des soupes. Les légumes sont grossièrement coupés, puis Françoise fait suer les oignons dans l'huile d'olive et y incorpore les betteraves. Enfin, elle déglace le tout avec le vinaigre, leur ingrédient magique. On fixe un peu la couleur de la betterave et il nous amène dans notre soupe une petite pointe d'acidité pour contrecarrer le sucre de la betterave crapaudine. Ça fait un produit un petit peu gourmand qui titille un petit peu les palais, comme toutes les recettes dans lesquelles il y a une petite pointe de vinaigre. La betterave, en plus, intrinsèquement, aime bien le vinaigre. Le vinaigre, c'est la marque de fabrique de la maison. 10 minutes après, quand les ingrédients ont légèrement fondu, Françoise mouille la préparation avec du bouillon, puis laisse cuire 35 minutes. Riche en vitamines, en cuivre, en fer, en magnésium et en calcium, la betterave est pourvue de multiples bienfaits et fait le plaisir de ce couple passionné de cuisine. Ce qui nous plaît dans la crapaudine, premièrement, c'est que c'est un produit de région, puisqu'elle est fortement cultivée en Poitou-Charentes. Et puis, c'est vrai qu'en termes de goût, elle est incomparable. Enfin, elle atteint un taux de sucre absolument superbe, fondante, délicieuse. Et alors, cuite au four, c'est vraiment la panacée, quoi. C'est une friandise. Hein. Pour finir, le contenu est mixé pour en faire une soupe. Françoise et Philippe rectifient alors l'assaisonnement afin de donner à leur mélange le meilleur goût possible. Et là, on va essayer de trouver un accord intéressant sur l'assaisonnement. Plutôt que d'utiliser du poivre, on va ramener les petites notes d'agrumes avec le gingembre. En voilà une. Dans l'autre, ça va être une petite pointe d'eau de fleur d'oranger. Donc en fait, cette étape-là, c'est simplement une petite approche comme ça. On goûte et on regarde est-ce qu'il se passe des choses intéressantes. Et si ça semble une piste jouable, après, on va mesurer et on va refaire en plus grande quantité. Bon. Elle doit pouvoir fonctionner et chaude et froide. Dernière étape avant la stérilisation, la mise en bocal. Jolie la couleur. Hein. Là encore, Françoise le fait de manière artisanale, à la main, avec un entonnoir à piston. Du côté viticole du département, la vendange de Jean-Sébastien est rapportée à son domaine du Pérat, où les grappes vont être immédiatement pressées pour en extraire le jus. Ce dernier est mis à décanter pendant 45 minutes. Non, mais on a des arômes de fruits sympathiques, élégants. Ce jus est l'expression finalement de la qualité de la vendange et de ce que va donner demain le vin. On va chercher l'équilibre sucre, acidité et au nez, eh bien, ce que donne le millésime. Et en l'occurrence, là, cette année, il y a des arômes de fruits tropicaux, fruits de la passion, on parlait de coing, etc. Ce sont les précurseurs aromatiques qui sont là de ce qui va être dans le vin et ensuite de ce que l'on va concentrer par le biais de la distillation. Une fois le jus de raisin testé, Romain en prélève un extrait afin d'en vérifier sa qualité. Là, ce que l'on vient faire, c'est de mesurer la densité et la température, ce qui nous permet de définir ce que le jus contient comme sucre et potentiel alcool une fois que la vinification sera faite. Verdict, la parcelle qu'on a récoltée, magnifique. 11,3 degrés, état sanitaire 95% de tout bon. Il n'y aura pas le volume, mais il y aura la qualité, donc c'est parfait. Le jus est ensuite filtré puis mis en fermentation dans des cuves à température contrôlée. Au cours de cette fermentation, la quantité de sucre que contient le jus de raisin diminue alors que le volume d'alcool augmente pour donner le vin. Le jus est transféré après la filtration ici directement et le vin commence à se faire. Donc la vinification, il faut compter grosso modo une semaine. Une fois que le vin sera fait, on va le garder pour le distiller et ensuite commencer le vieillissement qui fera du cognac ce qu'il est. Un mois après, Jean-Sébastien retrouve son bouilleur de profession, la distillerie Thomas. Ils sont un peu plus de 100 dans la région du Cognac. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, bien sûr. Ces vins sont prêts à être distillés, c'est-à-dire à être transformés en eau de vie. La distillation du cognac est effectuée selon la méthode traditionnelle charentaise, à feu nu, sous les alambics en cuivre et en 2 temps.
il y a la première chauffe et la bonne chauffe. Nous, notre travail, donc, par rapport à Jean-Sébastien, c'est de lui ramener donc, les vins à l'identique. Et donc notre travail, c'est de passer en 2 temps les vins, donc faire une première distillation de ces vins pour obtenir un brouillis, et ensuite de redistiller les brouillis pour obtenir le cœur. Et donc l'eau-de-vie de cognac qu'on lui retourne après pour qu'il puisse la faire vieillir, l'élever, l'assembler, et ensuite produire le produit de cognac. Lors de la seconde chauffe, les premiers litres de distillat, très riches en alcool, sont écartés. C'est ce qu'on appelle les têtes. Après elles, coule le cœur, la partie la plus noble. C'est une eau-de-vie claire et limpide qui sera élevée pour donner le cognac. Et enfin arrivent les queues, la fin de la distillation. Là, en fait, on se prépare à procéder à la coupe de bonne chauffe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la séparation du cœur qu'on met de côté et des queues qui, elles, seront redistillées après, sachant que le cœur, lui, sa prochaine destination, c'est la mise en fût. Et donc, en fait, au nez, à partir en fait, de 58-59 degrés, ça commence à sentir le pain d'épices. Et à un moment donné où ça sent le pain d'épices cuit. Et du coup, ça, on n'en veut pas, quoi. Ça indique que très bientôt, il va falloir qu'on se retire de l'équation parce qu'il va falloir couper et arrêter la distillation. On aura récolté, grosso modo, 20 hectos ou 18 hectos d'alcool de cœur. La manière de couper donne l'empreinte de la distillerie et confère au cognac des éléments de sa personnalité. La distillation, dont le cycle dure environ 24 heures, est une concentration des sucres et des arômes. Elle doit être achevée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la récolte. Les eaux-de-vie sont ensuite retournées à Jean-Sébastien, dans son domaine du Pérat, où il va pouvoir commencer à les faire vieillir. Le cognac existe par son terroir, par l'eau-de-vie blanche, mais surtout par le vieillissement. Et le vieillissement, c'est ce qui va se passer ici, et ce, pendant un certain nombre d'années. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans. Un des intérêts du vieillissement, c'est de choisir, de sélectionner le type de fût. Par exemple, celle-ci va être beaucoup plus prononcée en couleur. Pourtant, elle est de 2010. 2006, 1990. Ça veut dire que selon le type de fût, selon le boisé, selon le toasté du fût, on va avoir plus ou moins d'extraction de couleur ou d'arôme et d'interaction entre l'eau-de-vie et le fût. Tous ces fûts en chêne proviennent de la forêt de Troncet, dans le Limousin. Le long travail de maturation du cognac s'effectue grâce à la porosité du bois qui permet un contact indirect entre l'eau-de-vie et l'air ambiant. Les choix sont déterminants à cette étape. Hygrométrie, température, ambiance du chai, type de bois. Plus le vieillissement est long, plus les arômes vont se complexifier, évoluant de fruité ou fleuri à des notes de feuilles de tabac ou de champignons. Pendant ce vieillissement en fût, une partie de l'alcool s'évapore, c'est la part des anges. Un champignon très connu dans la région, Torula campniacensis, mange cet alcool, cet éthanol, et c'est pour ça que beaucoup de mûres de la région sont noirs. Ce champignon colonise également tous les mûrs de chais de cognac. D'ailleurs, pendant longtemps, ça a été un point de repérage pour les stocks d'eau-de-vie cachés derrière les murs, parce que forcément, il y avait du champignon sur les murs, et cette trace noire que l'on voit partout. Alors que les conditions climatiques fluctuent de plus en plus chaque année, Flavien essaie de s'adapter. Habituellement, il garde ses betteraves récoltées dans des silos. Mais les hivers trop doux mettent en danger ses stocks. Depuis quelques années, Flavien teste une nouvelle méthode de conservation en plein champ. Cette parcelle, cette année, on va la laisser tout l'hiver. Donc c'est pour la conservation. On va essayer de les ramasser que vers le 15 mars, sachant qu'on prend un risque, puisque s'il y avait des très grosses gelées, on pourrait perdre la parcelle complètement. Conserver en plein champ permet à Flavien d'avoir des betteraves de bonne qualité toute l'année. Il court un risque en cas de gel, mais s'il conservait en silo, elles pourraient pourrir. Donc là, on voit que le feuillage, maintenant, est en train de rougir, donc la betterave va être mûre. Ce qui va faire que là, on pourrait la ramasser dès aujourd'hui, et pourtant on va la garder pendant 4-5 mois, puisqu'elle va se conserver sans aucun problème. Une betterave qui n'a pas de feuilles va geler à moins 2 degrés. Avec les feuilles, elle est protégée, elle va tenir moins 4, moins 5. Donc la gelée, ça va prendre le collet, il va durcir et en 10 jours, il va complètement pourrir.
Donc on les conserve en champ parce que la conservation va être meilleure. Donc en silo, on a une bonne conservation si on a des hivers froids. Si on a des hivers un peu plus chauds, c'est un peu plus délicat. L'état chauffe et on arrive à avoir de la perte, quoi. Donc depuis quelques années, on a des hivers un peu plus doux quand même. C'est peut-être des cycles, on ne sait pas. Donc on divise nos lieux de stockage en champs, en hangar et puis on fait en palox, chambre froide. En véritable amoureux de cognac et du terroir, Jean-Sébastien Robiquet a décidé d'aller plus loin et de proposer une nouvelle offre de cognac. Ainsi, avec Maison Villevert, il a lancé en juin 2017 la Guilde du Cognac, dont Bertrand fait partie. Bertrand est un bouilleur de cru, c'est-à-dire qu'il distille son propre vin. Le monde du cognac est structuré autour de 4-5 grandes marques de cognac qui ont une notion impérative qui est la constance. Donc les milliers de bouilleurs de cru fournissent des grandes maisons et participent à l'assemblage collectif. L'idée de la guilde, c'est de mettre effectivement au centre du produit les hommes, le terroir et le cognac et cette multitude de... Il y a plus de 4000 bouilleurs de cru, donc il y a potentiellement 4000 goûts différents pour chaque eau de vie. L'objectif de la Guilde du Cognac est donc de mettre en avant le savoir-faire de l'artisan dans le travail de sa vigne et dans sa conduite de la distillation. Jean-Sébastien a parcouru la région pour dénicher les meilleurs bouilleurs de cru, comme Bertrand. Véritable artisan, il représente aussi un engagement dans les traditions, le savoir-faire et le savoir-être. Le cognac, quelque part, c'est du patrimoine et du temps qui se boit, quoi. Chaque distillerie est différente. Si on intervertit, si je prends une autre distillerie, si quelqu'un vient ici, on ne sortira pas les mêmes eaux-de-vie avec le même vin. C'est de la cuisine. On a tous la même recette, mais on ne fait pas la même chose. Dans les partis pris de Bertrand, il y en a quelques-uns. Au-delà du territoire, il y a ses chaudières, il y a son caractère, il y a le goût qu'il impose à ses eaux de vie, il y a tout ça, ce qui fait que, oui, c'est aussi un artisan, mais comme beaucoup de personnes qui ont des partis pris. Le cognac est le plus souvent issu d'un assemblage de plusieurs crus. Pourtant, chaque cru possède sa propre identité. Il est à l'image de l'artisan qui le travaille et il a le goût de l'année et du terroir. C'est ce que veut mettre en avant Jean-Sébastien avec la Guilde du Cognac. Une vision très novatrice qui permet ainsi aux avertis de découvrir des cognacs insolites jusqu'alors cachés. Hop. Petit à petit, on a de plus en plus de personnes qui sont extrêmement intéressées par ce concept parce que c'est remettre aussi l'homme au cœur du cognac. Chaque cognac est différent car chaque terroir est différent. Ce sont ces nuances qui font la richesse de la région et qui permettent aux artisans de perpétuer des traditions, de faire redécouvrir parfois leur patrimoine. Tout comme la betterave crapaudine qui, après des années d'oubli, a pu retrouver sa place dans la Saintonge. Aujourd'hui, je vous propose des palets de betterave avec une salade d'anguilles fumée, écume de crapaudine au cognac. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour les palets de betterave et la salade, une betterave blanche, une betterave jaune, une petite betterave Chioggia, 12 pousses de cerfeuil, 12 g de gros sel, 100 g d'anguilles fumées, 30 g d'échalotes, 5 g de petites feuilles de persil plat. Pour l'écume de betterave crapaudine au cognac, 3 betteraves crapaudine cuites, soit environ 1 kg. 30 g de cognac, 8 feuilles de gélatine, 50 g de vinaigre de Rérès, 10 g de sel. Pour la vinaigrette, 50 g de vinaigre de vin rouge, 20 g de cognac, 15 g de moutarde de Dijon, 150 g d'huile de maïs. Lavez toutes les betteraves en les frottant avec une brosse et un peu d'eau. Mettre les betteraves blanches et jaunes dans de l'eau salée, porter à ébullition et cuire pendant 1h15. Prenez une marmite suffisamment grande pour cuire vos betteraves afin d'éviter qu'elles s'entrechoquent et qu'elles se tachent. Laissez refroidir et à l'aide d'un couteau d'office, retirez la peau et les coupez en 8 rondelles régulières de 8 mm d'épaisseur environ. Détaillez ensuite 16 palets avec un emporte-pièce de 4 cm de diamètre et réservez. Épluchez la betterave Chioggia et la coupez en fines tranches puis détaillez 12 rondelles avec un emporte-pièce de 3 cm de diamètre. Gardez toutes les chutes pour la salade. Épluchez les betteraves crapaudines, les parez
et réservez 40 grammes pour la salade. La betterave rouge a plutôt tendance à tacher. Il est préférable d'utiliser par exemple du papier sulfurisé et des gants quand vous la cuisinez. Coupez le restant en gros morceaux et les passez au mixeur avec 3 cuillères à soupe d'eau. Laissez ensuite égoutter sur un saladier. Ne pas hésiter à appuyer sur les betteraves pour obtenir les 500 g de jus dont vous avez besoin. Récupérez 500 g de jus de betterave, l'assaisonnez de sel, de vinaigre de Rérès et ajoutez le cognac. Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau glacée, puis les essorer. Dans une casserole, réchauffez 100 g de jus de betterave, faire fondre la gélatine dedans et ajouter au jus restant. Passez au chinois étamine et versez dans un siphon en ajoutant 3 cartouches de gaz. Pour la salade, taillez en dés réguliers les parures de betterave blanche, jaune et crapaudine, puis l'anguille fumée de la même façon. Ciselez finement l'échalote, le persil et les ajoutez. Pour la vinaigrette, dans un saladier, mélangez au fouet la moutarde, le vinaigre, le cognac et l'huile. Salez et poivrez. Pour le dressage, assaisonnez la salade et les palets de betterave de vinaigrette et les tiédir sous le grill du four quelques minutes. Rectifiez l'assaisonnement, puis les dressez en couronne dans une assiette creuse. Disposez au centre, dans un cercle, la salade de betterave à l'anguille fumée. Couchez par-dessus l'écume légère de betterave, décorez de 3 tranches fines de betterave choja et ajoutez quelques pousses d'herbe. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.